Les astéroïdes ne sont pas aussi rares sur notre planète que nous ne le pensons. Environ 17 000 d'entre eux nous rendent visite chaque année. Tu en as même probablement vu au moins un dans ta vie. Par exemple, si tu as déjà vu une étoile filante. Elle laisse derrière elle des queues brillantes alors qu'elles traversent l'atmosphère terrestre. Bien sûr, elles ne sont belles que dans le ciel. Si elles atteignaient le sol, les conséquences seraient désastreuses. Heureusement pour nous, la plupart d'entre elles explosent entre 50 et 80 km au-dessus de la surface terrestre. Leur masse est trop faible pour qu'elles puissent supporter un tel voyage jusqu'au bout. La plupart d'entre elles demeurent donc inoffensives pour autant que nous soyons concernés. Mais il ne faut pas les sous-estimer. Commençons par les plus petits, les astéroïdes de moins d'1 mètre de diamètre. Ils ont à peu près la taille d'un enfant et ils sont trop petits pour causer de réels dégâts. Le plus souvent, ils explosent dans l'atmosphère sans même atteindre les couches inférieures. Mais dans le même temps, ils projettent à chaque fois des tonnes d'énergie en se désagrégeant. Les astéroïdes de 4 à 5 mètres de diamètre, c'est la taille d'une girafe ou d'un mammouth de l'ère glaciaire. Ces météorites de plus grande taille nous parviennent moins souvent, une fois tous les ans et demi environ. Comme les précédentes, elles ne constituent heureusement pas une menace sérieuse, mais elles projettent beaucoup plus d'énergie. Ceux de 9 mètres maintenant, soit la hauteur d'un immeuble de 3 ou 4 étages. Ils nous rendent visite une fois tous les 10 ans, et là, ça commence à devenir sérieux. Ils projettent une onde qui pourrait détruire une ville entière. Je pense que tu comprends à quel point les conséquences seraient catastrophiques si un tel astéroïde touchait la Terre. 20 mètres à présent. Autrement dit, un immeuble avec de nombreux étages. Ils se plaisent à visiter la Terre une fois tous les 60 à 70 ans. Bonne nouvelle, ceux-ci explosent à 19 km au-dessus du sol. L'énergie qu'ils dégagent suffirait à raser une région entière s'ils touchaient le sol. Mauvaise nouvelle, un tel astéroïde nous a déjà rendu visite récemment, et les conséquences ont été sévères. Tout s'est passé dans une ville du nom de Tcheliabinsk. Le 15 février 2013, vers 9h20, heure locale, le gigantesque astéroïde a commencé à ralentir dans l'atmosphère terrestre, puis s'est brisé en petits morceaux à 23 km au-dessus du sol. Ces morceaux ont ensuite volé dans différentes directions. L'onde de choc a brisé toutes les vitres de la ville et endommagé de nombreux bâtiments, incluant habitations, commerces et écoles. Il a fallu du temps pour tout réparer et l'ampleur de cette destruction aura été considérable. On a ainsi déploré jusqu'à 1615 blessés, mais fort heureusement, aucune perte humaine. Tout du moins, sommes-nous en sécurité pour le moment. Le prochain astéroïde de ce type ne devrait nous atteindre que dans les années 2070-2080. Et personne n'est capable de prédire où il atterrira pour l'instant. Passons maintenant à un plus gros gibier. Un astéroïde de 90 mètres. C'est la hauteur de la Statue de la Liberté avec son piédestal. Un tel colosse ne se présente que tous les 4500 ans. Et voici le premier astéroïde de notre liste qui pourrait littéralement s'écraser sur Terre. Les dommages seraient évidemment considérables. Non seulement il serait capable de démolir une ville entière, mais il pourrait aussi incendier les zones voisines. Certaines personnes ont même été témoins de l'impact d'une telle météorite sur notre planète. La célèbre météorite de la Tunguska est la plus grande catastrophe due à un astéroïde à laquelle on n'ait jamais assisté. Tout s'est produit le 30 juin 1908 en Sibérie orientale. La météorite était éclatante, comme un second soleil, et les gens ont ressenti une vague de chaleur lorsqu'elle s'est approchée de la Terre. Elle a explosé près de la rivière. Heureusement, toute la région était entourée de taïgas et il n'y avait pas de grande ville à proximité. Mais malgré tout, la vague de chaleur a instantanément carbonisé de nombreux arbres. De graves incendies de forêt se sont déclarés. Le bruit de l'explosion a été entendu à des centaines de kilomètres à la ronde et toutes les fenêtres se sont brisées sur des dizaines de kilomètres alentour. L'orage magnétique qui a résulté de cette collision a duré 5 heures. Les conséquences ont été véritablement dantesques, mais peut-être que ce n'est pas la pire chose qui attend l'humanité. 999,42 Apophis, 370 mètres de diamètre. C'est un peu plus grand que la Tour Eiffel. Cette météorite, découverte par les scientifiques en 2013, sera notre prochain invité. Des collisions d'une telle force se produisent une fois tous les 100 000 ans environ, et celle-ci s'approche inexorablement. La force d'une telle explosion est comparable à celle de l'éruption catastrophique du volcan Krakatoa en 1883. Et cette éruption est considérée comme l'une des plus destructrices de l'histoire. Elle a provoqué un terrible tsunami,
165 communes ont été rayées de la carte et 132 autres ont été gravement endommagées. Les populations du monde entier ont pu ressentir les conséquences de cette éruption, du moins dans une certaine mesure. Un tel astéroïde laisserait un cratère de 5,6 km, et c'est ce qui nous attend dans un avenir lointain. Mais pas de panique pour l'instant. En 2070, la météorite se trouvera toujours à près de 280 millions de kilomètres de nous. Elle a encore un très long voyage devant elle. Nous sommes donc en sécurité au moins pour les 100 ans à venir, voire davantage. De plus, notre planète a déjà survécu à des cataclysmes encore plus graves. 1 km de diamètre, c'est plus haut que la plus haute tour du monde, le Burj Khalifa de Dubaï. De pareils impacts se produisent une fois tous les 500 000 ans, et nous ne savons pas exactement quand une telle collision a eu lieu pour la dernière fois. Notre planète est recouverte à 70% d'eau. Si ces météorites tombaient dans l'océan, il serait extrêmement difficile d'en retrouver les traces. Mais on peut en imaginer les conséquences. Une vague résultante aurait balayé un hémisphère tout entier. Le cratère aurait un diamètre d'environ 15 km. Ce serait un véritable désastre. Le dernier événement d'une telle ampleur s'est produit il y a 26 à 28 millions d'années. Il s'agit de l'éruption du supervolcan, la Garita, situé dans le sud-ouest du Colorado, aux États-Unis. Il s'agit de l'un des événements supervolcaniques les plus puissants de toute l'histoire. Au cours de cette monstrueuse éruption, une grande partie de l'état actuel du Colorado a été détruite. Les scientifiques ne savent toujours pas jusqu'où ces cendres se sont répandues. Mais il y a bien eu une météorite encore plus importante dans l'histoire de l'humanité. Les conséquences de cet impact ont été irréversibles pour toute une espèce animale. Je pense que tu sais de quoi je veux parler. La météorite de Chicxulub. La chose qui a fait disparaître les dinosaures de la surface de la Terre. Cela s'est produit il y a environ 66 millions d'années. De telles collisions se produisent en général tous les 500 millions d'années. Le diamètre de la météorite de Chicxulub était de 20 km. Elle était si haute que lorsqu'elle a touché le sol, son sommet atteignait encore la stratosphère. Il suffit de regarder le cratère de 200 km de diamètre laissé par cette météorite pour comprendre à quel point elle était immense. Lorsqu'elle est entrée en collision avec la Terre, des millions de tonnes d'énergie ont été libérées. C'est un cataclysme inimaginable. La météorite est tombée à un angle très prononcé, soulevant un gigantesque nuage de poussière et de composés toxiques qui s'est répandu dans le monde entier. Cette poussière ne représentait qu'une couche très fine, mais aussi une masse combinée de 50 000 milliards de tonnes. L'onde de choc a balayé toute la planète. Elle a provoqué plusieurs tremblements de terre. Les volcans ont successivement commencé à entrer en activité. Des incendies de forêt ont éclaté à travers le globe. La quantité de suie et de monoxyde de carbone libérés dans l'atmosphère est impossible à estimer. La Terre a été privée de la lumière du Soleil pendant plusieurs jours. Et l'obscurité a régné sur toute la planète. Les plantes ne produisant plus assez d'oxygène, il n'y avait rien à respirer. La température sur les continents et dans les mers a chuté en moyenne de 10 à 32 degrés. Cela semble horrible, n'est-ce pas ? Et bien sûr, elle a provoqué l'une des plus grandes extinctions de l'histoire de la biosphère terrestre. Étonnamment, la Terre a pu se remettre d'un tel cataclysme. Cet événement est devenu le repère démarquant les ères mésozoïques et cénozoïques. Ceux qui se demandaient encore comment cette petite météorite a-t-elle bien pu anéantir tous les dinosaures ont sans doute maintenant compris pourquoi. La plus grande collision de l'histoire de notre planète n'a peut-être pas eu lieu avec une météorite, mais avec une planète entière. Cela se serait produit il y a plusieurs milliards d'années. Theia, du nom donné à cette hypothétique planète naine, se serait écrasée sur notre Terre, libérant une quantité incommensurable d'énergie, comparable à l'émission de millions de milliards de litres de carburant. La Terre se serait alors instantanément transformée en une gigantesque fournaise, et c'est cette collision qui aurait conduit à la création de notre Lune. Tout cela semble terrifiant, je sais. Enfin, espérons que ni toi ni moi ne verrons jamais rien de tel. Nous volons devant les planètes de notre système solaire. Nous passons devant Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Puis nous traversons les ténèbres de l'espace au-delà des limites de notre monde. Nous avons atteint notre destination. Voici le nuage de Oort.
Il s'agit d'une région hypothétique entourant notre système solaire et qui compte une multitude d'astéroïdes et de blocs de glace. C'est probablement ici que la plus grande comète de l'histoire de l'humanité a vu le jour. Et maintenant, elle se dirige vers le Soleil. Bernardinelli Bernstein a été découverte tout à fait par hasard pendant une enquête sur l'énergie noire, dite Dark Energy Survey. Nos télescopes étaient pointés vers les régions les plus reculées de l'espace. Leur objectif principal était de mieux connaître le processus d'expansion de l'univers. Les astronomes souhaitaient également dresser une carte plus détaillée de l'univers observable. Les scientifiques ont analysé plus de 80 000 images et ont trouvé un objet en mouvement. Il était dangereusement proche de notre planète. Et sa taille de 100 km était impressionnante. C'est à peu près la largeur du lac Michigan. C'était une comète déjà active avec une longue queue. Généralement, la queue des comètes se forme à l'approche du Soleil. La chaleur de l'étoile réchauffe la surface de la comète et les matériaux légers comme la glace commencent à s'évaporer. Cela forme un nuage de vapeur et de poussière qui s'étend bien au-delà de la comète. Mais Bernardinelli Bernstein était trop éloigné du Soleil pour commencer à se réchauffer. Cela signifie que sa surface a une composition différente. Elle pourrait être composée de monoxyde de carbone solide, ce qui augmenterait sa luminosité. C'est probablement la raison pour laquelle on est en mesure de l'observer depuis la Terre avec nos télescopes. Nous pouvons comparer Bernardinelli Bernstein à la plus grande météorite qui soit jamais tombée sur Terre. Il y a environ 66 millions d'années, notre planète a été frappée par une météorite d'environ 10 km de large. L'onde de choc provoquée par cette collision a fait plusieurs fois le tour de la Terre, engendrant des tsunamis plus impressionnants que les plus grands des gratte-ciel. Et l'énergie de l'explosion a mis le feu à de vastes régions. Presque toutes les créatures vivantes, y compris les dinosaures et les plus anciens poissons, ont disparu. La météorite a laissé derrière elle un cratère 3 fois plus grand que Manhattan. L'endroit où elle est tombée était riche en soufre. Cette substance s'est évaporée en raison de la chaleur anormale et s'est concentrée en d'énormes nuages, entraînant des pluies acides pendant plusieurs semaines. La comète que nous venons de découvrir est 10 fois plus grosse. Si elle se dirigeait vers la Terre, tu pourrais la voir à l'œil nu bien avant son impact. Elle ressemblerait à une étoile avançant dans le ciel nocturne. Quelques jours avant que la comète n'atteigne notre planète, tu la verrais même en plein jour. Tu pourrais aussi facilement distinguer sa longue queue. En pénétrant dans notre atmosphère, la comète produirait un grondement si puissant qu'on l'entendrait même de l'autre côté de la Terre. À ce moment-là, la comète commencerait à chauffer en raison de la friction de l'air. Elle commencerait à brûler, d'innombrables débris se détacheraient du corps principal de la météorite et tomberaient sur la Terre. Au moment où Bernardinelli Bernstein toucherait la surface de la planète, on verrait un éclair si lumineux qu'il éclipserait le Soleil. En une fraction de seconde, une quantité colossale d'énergie serait convertie en chaleur. Cela créerait l'explosion la plus puissante de l'histoire de la Terre. Elle arracherait littéralement des morceaux de la planète et les projetterait dans les airs. L'onde de choc réduirait en cendres tout ce qui se trouverait dans un rayon de quelques centaines de kilomètres. Elle continuerait à se propager dans différentes directions, brisant et pliant les arbres. Ensuite, elle atteindrait les montagnes enneigées et déclencherait d'énormes avalanches qui recouvriraient de nombreux villages. L'onde de choc ferait le tour de la planète, faisant éclater les vitres sur tous les continents. Les tsunamis seraient si hauts qu'ils dévasteraient des villes côtières entièrement. Le tremblement de terre le plus violent de l'histoire briserait le sol en créant de profondes fissures. Après l'impact, des milliards de tonnes de poussière et de cendres s'élèveraient dans le ciel. Un gigantesque nuage noir bloquerait complètement les rayons du soleil. La Terre serait plongée dans l'obscurité. Tous les débris présents dans l'air commenceraient à fondre, se transformant en une lave liquide qui retomberait à la surface, causant des dégâts considérables. Les cendres et la poussière en suspension masqueraient le soleil pendant plusieurs mois encore. En conséquence, la température sur Terre chuterait de plusieurs degrés. Même s'ils parvenaient à se réfugier dans de profonds abris et bunkers, les gens, ainsi que tous les autres organismes vivants de la planète, auraient peu de chances de survivre à cet événement. Heureusement, Bernardinelli Bernstein ne risque pas de s'approcher de la Terre de sitôt. Pour l'instant, la comète se trouve à environ 20 unités astronomiques du Soleil. Cela représente 20 fois la distance entre la Terre et le Soleil. Cela signifie que la comète va bientôt croiser l'orbite d'Uranus. En 2031, elle sera à 11 unités astronomiques de notre étoile. C'est juste à l'extérieur de l'orbite de Saturne. À ce moment, Bernardinelli Bernstein sera au plus proche du Soleil. Puis elle retournera vers les confins du système solaire.
Mais la comète ne manquera pas de revenir. Elle s'éloignera du Soleil et ralentira jusqu'à ce que la gravité de l'étoile la tire en arrière. Ensuite, elle fera un autre tour autour de notre système solaire, mais cela prendra environ 3 millions d'années. Pour l'instant, ce sont d'autres météorites dont nous devons nous préoccuper. Par exemple, 3200 Phaéton. Elle croise les orbites de Mars, de la Terre, de Vénus et de Mercure. Puis elle fait le tour du Soleil et revient. Ce cycle dure environ 523 jours. Une fois ce temps écoulé, elle recommence. Cette météorite est considérée comme potentiellement dangereuse car elle traverse l'orbite de la Terre à seulement 7,5 distance Terre-Lune. Pendant l'une de ses dernières visites, ce bloc de roche de 6 km de large a arrosé notre planète de petits météores. Comme l'astéroïde passe souvent près du Soleil, sa surface ressemble probablement au fond asséché d'un marécage de boue. Elle est couverte d'écailles et de fissures. Lorsqu'elle passe devant la Terre, ces écailles se détachent et entraînent des pluies de météores. Mais le plus gros astéroïde potentiellement dangereux est 1999 JM8. Il a une taille équivalente à 77 terrains de football. Il passe devant la Terre à environ 9 distances Terre-Lune. Il s'approchera le plus près de notre planète en août 2137. Si une telle météorite venait à percuter la Terre, un continent entier pourrait être anéanti. Le reste du monde serait dévasté par d'immenses tsunamis, mais survivrait à l'événement. Alors naturellement, les scientifiques réfléchissent aux moyens de prévenir une telle catastrophe. La première solution est une gigantesque explosion contrôlée. Selon l'une des lois de la physique, si l'on applique une force dans une direction, elle provoquera une réaction dans la direction opposée. Donc si nous repérons un astéroïde sur le point d'entrer en collision avec la Terre, ce que nous devons faire, c'est envoyer une fusée vers lui. De cette façon, nous produirons une explosion contrôlée, pas à l'intérieur, mais juste au-dessus de sa surface. L'explosion sera dirigée vers le haut et l'astéroïde se déplacera vers le bas. Ce minuscule décalage sera suffisant pour modifier sa trajectoire et il passera devant la Terre sans la toucher. Une autre solution consiste à envoyer un objet lourd, comme un vaisseau spatial, vers l'astéroïde. Les objets lourds possèdent leur propre gravité. Le vaisseau spatial devra donc voler tout près de la météorite qui l'attirera vers sa surface. Mais les moteurs du vaisseau spatial résisteront. Il commencera à tirer l'astéroïde dans la direction opposée. Cela changera sa trajectoire et notre planète restera intacte. Nous pouvons aussi percuter l'astéroïde avec le vaisseau spatial. Et paf! Nous pourrions également construire une station spatiale comme l'ISS. Elle serait équipée de tout un tas d'énormes loupes. Nous enverrions la station au plus près du Soleil et nous commencerions à chercher des astéroïdes potentiellement dangereux. Puis nous orienterions toutes les lentilles de façon à ce que les rayons du Soleil soient concentrés sur l'immense rocher. La chaleur commencerait à vaporiser la matière à la surface de l'astéroïde. C'est là que la physique entrerait à nouveau en jeu. La matière s'évaporerait vers le haut et l'astéroïde se déplacerait vers le bas. On pourrait aussi envelopper l'astéroïde dans un film réfléchissant, quelque chose comme du papier d'aluminium. Habituellement, les corps spatiaux absorbent la plupart des rayons du Soleil. Mais si l'astéroïde était recouvert de papier d'aluminium, les rayons se réfléchiraient sur sa surface. Cela créerait une faible force de poussée et ce serait suffisant pour éviter la collision. Et bien sûr, nous pourrions fixer des moteurs de fusée sur l'astéroïde. De cette façon, nous pourrions non seulement modifier sa trajectoire, mais aussi la contrôler. Mais cela dépendrait de sa taille et du nombre de moteurs nécessaires. Ensuite, nous pourrions utiliser ce gros rocher pour détruire d'autres astéroïdes plus dangereux. Si un astéroïde comme Apophis frappait la Terre, nous serions détruits. D'immenses séismes secoueraient la Terre et des tsunamis inonderaient tout. Apophis, un corps céleste vieux de plusieurs milliards d'années, est présent dans le système solaire depuis sa création. Vous vous demandez sans doute quelle est la probabilité que ce gigantesque caillou entre en collision avec notre planète en 2029 ? Eh bien, nous allons voir ça, d'accord ? Apophis est un énorme astéroïde découvert en 2004 par l'Observatoire national de Kitt Peak en Arizona. Depuis, on dit de lui qu'il est l'un des astéroïdes les plus dangereux jamais localisés. Il fait environ 330 mètres de large. C'est un peu plus grand que l'Empire State Building ou la Tour Eiffel. C'est parce qu'il fait si peur qu'on l'a baptisé Apophis, du nom de la créature immortelle égyptienne qui apportait l'obscurité éternelle et la destruction. En 2021,
Les chercheurs ont eu l'occasion exceptionnelle d'étudier ce rocher flottant lorsqu'il est à passer près de notre planète. Nous y reviendrons dans une minute. Certains scientifiques disent qu'il y a 2,7% de chances qu'Apophis frappe la Terre le vendredi 13 avril 2029. Ce serait l'effet Yarkovsky qui serait en cause, car il pousserait ce gros rocher spatial vers la Terre. Cet effet provient de l'émission inégale de photons thermiques, dont le résultat est une force inimaginable s'exerçant sur l'objet touché. Ces photons exercent une poussée immense et jouent un rôle essentiel dans la dynamique du corps en question. L'astéroïde possède deux faces, une sombre et une claire, tout comme la Lune. La face claire est tournée vers le Soleil et est plus chaude que la face sombre. Mais l'objet tourne lui-même, de sorte que ses faces changent constamment de direction et de température. Ces changements n'ont rien de bon, car ils poussent légèrement Apophis vers la Terre. Malheureusement, personne ne sait comment l'effet Yarkovsky influencera la trajectoire de l'astéroïde. D'autre part, lors du dernier passage de l'astéroïde près de la Terre en 2021, les astronomes ont utilisé des radars pour prendre des mesures précises de sa trajectoire, et ils ont pu conclure qu'Apophis passera à environ 3000 km de la Terre en 2029, et ne nous dérangera plus pendant au moins 100 ans. En général, tous les 8000 ans, notre planète est touchée par une étoile filante de dimension similaire à celle d'Apophis. La dernière fois que nous avons été frappés par un météore légèrement plus petit, c'était en 2013. Un nouvel engin spatial développé par la NASA, appelé OSIRIS-REx, a été lancé en 2016 pour collecter des échantillons sur un autre corps céleste légèrement moins terrifiant, Bennu. 4 ans plus tard, il a finalement atteint l'objet visé, a pris quelques échantillons, a rapidement dit au revoir à Bennu et est retourné vers la Terre. Les échantillons ont été stockés en toute sécurité dans une capsule déposée dans l'Utah. Jusqu'à présent, il s'agit de l'échantillon le plus significatif jamais prélevé sur un astéroïde. Après sa livraison, le vaisseau n'a pas perdu de temps et s'est lancé à la poursuite d'Apophis. Pour cette mission, OSIRIS-REx a été renommé OSIRIS-APEX et il joue actuellement à chatte avec Apophis. Avec un peu de chance, le 2 avril 2029, lorsque l'astéroïde passera près de la Terre, la sonde spatiale atteindra Apophis pour s'y poser. Elle restera dessus pendant 18 mois, collectant des informations précieuses et prenant des milliers de photos. L'astéroïde sera surveillé à l'aide de puissants télescopes. À un certain moment, Apophis sera trop près du Soleil, et c'est alors OSIRIS-APEX qui s'occupera de le surveiller. Si vous vivez en Europe, en Asie de l'Ouest ou en Afrique, vous faites partie des chanceux qui auront l'opportunité unique dans une vie de voir Apophis à l'œil nu. Il sera visible dans le ciel de ces régions en 2029, et ceux qui ont des télescopes pourront à nouveau l'apercevoir en 2036. OSIRIS-APEX va certainement rencontrer quelques problèmes, car l'astéroïde a une croûte épaisse, et l'engin spatial ne sera pas en mesure de collecter des données aussi facilement que sur Bennu. OSIRIS-APEX possède un propulseur unique qui soufflera toute la poussière d'Apophis lors de son atterrissage. Ce sera une occasion parfaite pour analyser la surface de l'astéroïde et pour voir de quoi il est fait. La sonde passera 1 an et demi à cartographier l'astéroïde en essayant de détecter des changements dans sa forme. Toutes ces recherches montreront comment le corps céleste se déplace et nous aurons une meilleure idée de comment protéger notre planète de tels objets. En 2025, la NASA va également lancer la mission Apophis Pathfinder et ce sera le premier vaisseau spatial à jamais toucher cet astéroïde. Il atterrira environ 1 an après son lancement. De plus, la NASA a proposé d'envoyer un essaim de petits engins pour permettre à l'humanité de développer des tactiques de protection efficaces contre les impacts d'astéroïdes. Nous savons qu'Apophis provient de la ceinture d'astéroïdes principale située entre Mars et Jupiter. Au cours du dernier million d'années, ce corps céleste a changé de trajectoire en raison de l'influence considérable de la gravité de Jupiter. Maintenant, il semble favoriser davantage le Soleil, ce qui veut dire que cet astéroïde est très proche de la Terre. C'est pourquoi il est classé parmi les corps célestes voisins de notre planète. De nombreux tests ont été effectués pour trouver un moyen de s'occuper de ces astéroïdes. Parmi les solutions, il y a le forage et la détonation du corps spatial de l'intérieur, mais on teste aussi de nouvelles technologies, comme attacher des fusées afin de rediriger l'objet nuisible loin de la Terre.
Nous pourrions également le frapper avec une force suffisamment puissante pour qu'il change de direction. Apophis est un astéroïde de type S composé de roches et de métaux, fer, nickel, etc., et qui ressemble à une cacahuète. Il peut nous en apprendre beaucoup sur le passé et aussi sur l'avenir. Les échantillons recueillis peuvent nous révéler comment la vie sur Terre a commencé et comment les plantes sont apparues. De nombreuses théories nous suggèrent que l'eau est arrivée sur notre planète grâce à un astéroïde ou une comète. Les astéroïdes sont comme de précieuses capsules temporelles. Contrairement aux roches terriennes, qui ont subi d'innombrables changements, comme l'érosion, la plupart des corps célestes sont intacts et beaucoup plus faciles à étudier. Quand des météores tombent sur Terre, ils sont recouverts de débris impossibles à nettoyer. Voilà pourquoi il est si important d'étudier Apophis dès maintenant. De plus, certains astéroïdes sont faits de métaux précieux, comme le platine. En ce moment, nous avons une forte demande en métaux destinés à l'industrie, et l'exploitation minière sur Terre est assez difficile. Un seul grand météore pourrait nous fournir en fer, en nickel, en or et en platine pour des millions d'années. Si Apophis contient tous ces métaux, il nous faudra le décomposer et le ramener sur Terre. Un seul astéroïde pourrait valoir des milliards de dollars. L'exploitation minière spatiale serait alors extrêmement rentable. Pourtant, cela nous coûterait plus cher de le ramener sur Terre que d'extraire ces matériaux ici. Avec le progrès technologique et le développement de nouveaux types de fusées, ce sera peut-être un jour possible. Donc, même si nous n'avons rien à craindre d'Apophis pendant encore une centaine d'années, il nous faut quand même savoir ce qui se passerait si un tel impact se produisait. Allez, avouez-le, vous voulez savoir. Eh bien, laissez-moi vous dire que vous entendriez un énorme bruit et que vous sauriez qu'une catastrophe est arrivée même à des kilomètres de distance. Il vous faudrait partir de chez vous immédiatement. Peu après l'impact, de violents séismes se produiraient et les immeubles tomberaient comme d'eux-mêmes. Se tenir à l'écart des villes serait probablement la meilleure chose à faire. Mais il ne faudrait pas fuir en voiture. Il y aurait d'énormes embouteillages et tout le monde paniquerait. Vous déplacer à pied ou à vélo serait votre meilleure option dans ce scénario. Un moyen de transport privilégié serait l'avion. Du coup, si vous avez toujours rêvé d'obtenir votre brevet de pilote, vous avez maintenant une bonne excuse. Il vous faudrait aussi prendre de quoi manger et de quoi boire, et une paire de chaussettes en plus. Vivre près de l'océan ou de la mer est agréable, mais dans ce scénario, il n'y aurait pas pire endroit. D'énormes vagues frapperaient en effet les côtes après l'impact. Loin de la zone d'impact, les tsunamis pourraient en prendre jusqu'à 30 heures pour arriver. Ça vous laisserait un peu de temps pour vous préparer. Imagine-toi aux commandes d'un vaisseau spatial filant à travers un nuage d'astéroïdes. Tu en esquives un premier, un second, et soudain, tu écrases l'accélérateur pour te cracher volontairement et à toute allure sur un astéroïde. C'est exactement ce que la NASA se prépare bientôt à faire. La mission débute à la base aérienne militaire de Vandenberg, en Californie, le 24 novembre. Suivons-la étape par étape. Le propulseur d'appoint Falcon 9 est déjà sur la rampe de lancement. Celle-ci est aussi haute qu'un immeuble de 22 étages, ou que 11 girafes, et elle peut envoyer environ 8 tonnes de matériel en orbite. On pourrait donc envoyer un gros éléphant dans l'espace, et lui fournir aussi une bonne réserve de nourriture. Compte à rebours. 3, 2, 1, allumage. Des nuages de fumée se forment et la fusée commence à prendre de l'altitude. 9 moteurs fonctionnent à pleine puissance pour faire accélérer l'appareil. À son pic, celui-ci atteint une vitesse 10 fois supérieure à celle du son. Puis les moteurs de la fusée s'éteignent, le premier étage se désarime pour retourner sur Terre. Quelques secondes plus tard, le deuxième étage reçoit son ordre d'allumage. Son unique moteur se met en marche et la fusée s'élève encore plus haut vers son orbite. La capsule de transport s'ouvre alors et libère l'engin spatial DART. DART, fléchette en français, est l'acronyme anglais qui désigne la mission consistant à tester la déviation d'un astéroïde double. Une fois libéré, le vaisseau déploie ses 2 grands panneaux solaires. Ils lui permettront de convertir l'énergie solaire en électricité pour alimenter son moteur ionique révolutionnaire. Les moteurs conventionnels créent l'accélération en brûlant des tonnes de carburant qu'ils éjectent vers l'extérieur. La fusée expulse principalement par elle-même les gaz émis. Le moteur ionique ne consommera pas de carburant. Il utilisera un champ électrique puissant pour accélérer le gaz ionisé. Comme pour les fusées classiques, ce gaz sera expulsé et créera ainsi la poussée nécessaire. Bien que le moteur ionique produise une accélération plus faible, il peut amener l'engin spatial à atteindre des vitesses plus élevées.
Les moteurs de fusée ordinaires sont très performants en déplacement. En enfonçant l'accélérateur, on brûle de grandes quantités de carburant, alors que le moteur ionique, lui, accélère lentement. Mais quand une fusée classique devra s'arrêter pour faire le plein, l'engin spatial ionique la dépassera à une vitesse folle. L'engin spatial DART commence donc son voyage d'1 an. En comparaison, un vol vers Mars prendrait environ 7 mois. Après un bond dans le temps d'1 année, voilà, nous sommes arrivés. Voici l'astéroïde Didymos. Le point le plus éloigné de son orbite se trouve à 2 unités astronomiques de notre étoile, ce qui équivaut à 2 distances Terre-Soleil. À cet endroit, le Soleil commence à exercer sur lui une force qui le tire en arrière. Puis, l'astéroïde s'avance vers l'étoile à son point le plus proche, soit un trajet Terre-Soleil. Son orbite est alors très comparable à celle de notre planète. Didymos s'est approché au plus près de la Terre à une distance d'environ 7,8 millions de kilomètres, ce qui correspond à 20 fois la distance Terre-Lune. Avec un tel écart, il faut 770 jours pour effectuer une révolution autour du Soleil. Didymos n'est donc pas encore considéré comme un astéroïde dangereux, mais avec le temps, il va se rapprocher de plus en plus de notre planète. Et les conséquences d'une collision pourraient être catastrophiques étant donné sa taille. Il est plus grand que 2 Empire State Building. Il effectue un tour complet sur lui-même en 2 heures et 15 minutes. Il accumule donc une énorme quantité d'énergie. Et en plus, il a un compagnon, un autre astéroïde. Celui-ci forme un petit caillou de 160 mètres de large, ce qui correspond à 12 bus ou encore 10 wagons de train. Sa période orbitale, c'est-à-dire le temps qu'il met pour effectuer un tour complet de Didymos, est d'environ 11,9 heures. La NASA pense que les astéroïdes d'une largeur maximale de 25 mètres ont de grandes chances de se consumer complètement en pénétrant dans notre atmosphère en raison de la friction intense subie au contact de l'air. Ils ne sont donc pas dangereux. Les astéroïdes dont la taille est comprise entre 25 et 800 mètres, en revanche, ne se consumeront pas entièrement et pourraient causer de graves dommages. Les astéroïdes d'une taille supérieure à 800 mètres pourraient rayer de la carte de grandes métropoles, voire même des États entiers. En ce sens, nous pouvons considérer Didymos comme potentiellement dangereux. Nous allons donc tester sur lui une méthode de défense, l'impact cinétique. C'est pour cette raison que nous avons envoyé DART à sa rencontre. Notre engin spatial va donc bien heurter un astéroïde. Seulement, on ne vise pas son corps principal, mais le petit caillou qui l'accompagne. DART se déplace déjà vers lui à environ 6,6 km par seconde. À cette vitesse, un voyage de New York à Washington prendrait moins d'1 minute. Un trajet d'une côte à l'autre des États-Unis, environ 10 minutes. DART se rapproche, 3 secondes avant l'impact. 2, 1, boum! L'engin spatial s'écrase sur l'astéroïde à toute vitesse. Quelles sont tes prédictions? Le rocher spatial explose, réduit en pièces, ou bien il ricoche sur le corps principal qui se retrouve alors projeté dans l'espace comme une boule de billard? Eh bien, les scientifiques prédisent que cette collision réduira la vitesse de ce petit caillou d'une fraction infime et pourtant suffisante pour réduire sa période orbitale de quelques minutes. Nos télescopes terrestres pourront alors étudier plus en détail les effets de cette collision. Et pour en apprendre encore plus, nous enverrons un autre vaisseau sur Didymos pour une mission parallèle. Il s'agit de la mission Hera, dont le lancement est prévu pour 2024 pour une arrivée sur Didymos vers 2027. Cet engin spatial transportera divers équipements et matériaux de recherche afin d'évaluer les dommages causés par la collision avec DART. À son arrivée, Hera prendra de nombreuses photos du petit astéroïde et devrait y inclure un cratère d'impact récent. Hera transportera aussi 2 CubeSats, des nanosondes plus petites qu'une boîte à chaussures. Ces mini-satellites seront lancés vers l'astéroïde pour permettre une manœuvre de proximité. Les sondes étudieront alors ce petit corps céleste durant 3 à 6 mois. À la fin de la mission, l'une d'entre elles tentera d'atterrir à la surface de l'astéroïde pour en apprendre encore davantage sur sa composition et sa structure interne. Il est aussi possible que Hera transporte un mini-percuteur. Cet outil devra permettre de produire un nouvel impact sur l'astéroïde. Les scientifiques pourront alors évaluer la différence entre les impacts formés par un grand instrument spatial et ceux causés par un plus petit, et comprendre comment nous défendre contre les astéroïdes à l'avenir. En théorie, nous n'avons pas besoin d'envoyer une fusée géante sur un astéroïde dangereux pour le détruire. Une seule frappe pourrait suffire à modifier légèrement sa trajectoire. À l'échelle cosmique, altérer une trajectoire, même de manière infime, peut radicalement changer le point d'arrivée d'un astéroïde. Mais l'impact cinétique n'est pas le seul moyen de lutter contre les astéroïdes néfastes. Tu connais le tracteur à gravité? Avec cette option, nous devons aussi envoyer un véhicule spatial vers l'astéroïde. Seulement, il ne s'écrasera pas dessus. Il devra entrer en orbite autour de lui. Tout astéroïde exerce une force d'attraction.
Celle-ci attirera donc l'engin spatial vers le corps céleste, tandis que les moteurs du vaisseau maintiendront son altitude. Alors, l'astéroïde lui-même commencera à être attiré vers le vaisseau spatial. Cette méthode est assez fiable, mais prend beaucoup de temps, et elle ne fonctionnera que si nous détectons un astéroïde potentiellement dangereux plusieurs années avant son arrivée. Il nous faudrait disposer de suffisamment de temps afin d'envoyer un vaisseau spatial vers l'astéroïde, puis utiliser la technique du tracteur gravitaire. Une autre alternative serait d'utiliser un laser. Dès qu'un astéroïde est découvert, nous pouvons diriger un puissant rayon laser vers lui. Il chauffera l'astéroïde en un point précis, ce qui provoquera l'évaporation d'une partie de sa matière. Et c'est là que la physique entre en jeu. La matière située sur le haut de l'astéroïde s'évapore du même côté. Cela provoquera le déplacement de l'astéroïde à l'opposé. C'est comme pour nos moteurs de fusée. Le carburant est expulsé dans une direction et le vaisseau spatial se déplace dans l'autre. Nous pouvons aussi utiliser l'énergie solaire au lieu des lasers. Pour cela, nous devons construire une énorme station spatiale remplie de loupes. As-tu déjà essayé de graver des lettres sur une surface en bois à l'aide d'une loupe ? Eh bien, nous ferions la même chose, mais sur un astéroïde. Notre station spatiale devra concentrer un grand nombre de rayons solaires en un seul point de l'astéroïde. Là encore, une portion de sa matière s'évaporera à cause de la montée en température, ce qui entraînera une légère modification de sa trajectoire initiale, évitant ainsi notre planète. Et pourquoi pas une feuille d'aluminium ? Eh oui, nous pouvons éviter une collision avec un astéroïde en utilisant du simple papier aluminium. Il nous faudrait envelopper l'astéroïde dans ce matériau réfléchissant. Au lieu d'absorber les rayons du Soleil, l'astéroïde les réfléchira. Ceci aura pour effet de créer une certaine pression à sa surface. Ce sera comme si les rayons du Soleil poussaient l'astéroïde et sa trajectoire en sera modifiée. L'option qui n'est pas la plus évidente mais la plus fiable est celle des moteurs de fusée conventionnels. Nous pouvons ainsi installer sur l'astéroïde de nombreux moteurs dont la puissance d'accélération changera la trajectoire. Avec suffisamment de moteurs, nous pouvons même prendre le contrôle de l'astéroïde. Ainsi, lorsqu'un rocher spatial plus gros encore apparaîtra à l'horizon, nous mettrons nos moteurs en route et dirigerons notre astéroïde droit sur lui. Une telle collision pourrait même complètement détruire un astéroïde de très grande taille, ce qui donnerait à voir un spectacle lumineux absolument spectaculaire. Un mur de feu se répand autour de l'épicentre de l'impact. Il brûle tout sur son passage. Les vagues soulevées par l'explosion déferlent sur les grandes villes. Et les tremblements de terre sont si puissants que les immenses gratte-ciels s'écroulent comme des châteaux de cartes. Ce sont les conséquences possibles de la collision avec le premier objet interstellaire de l'histoire à travers notre système solaire. Nous l'avons découvert en 2017, mais nous ne sommes toujours pas sûrs de ce dont il s'agit exactement. Un astéroïde, une comète ou le vaisseau spatial d'une civilisation extraterrestre. Pour l'instant, les scientifiques l'ont nommé Oumuamua. Ce mot hawaïen sonne un peu comme le cri de la vache à nos oreilles, je te l'accorde. Quoi qu'il en soit, sa vitesse est beaucoup plus grande que celle des autres astéroïdes, environ 87 km par seconde. À cette vitesse, tu pourrais traverser les États-Unis d'une côte à l'autre en moins de 3 minutes, et donc cet astéroïde pourrait voyager de la Terre au Soleil en environ 2 mois. En comparaison, nos fusées peuvent voyager jusqu'à 27 000 km par heure. Le même voyage d'un bout à l'autre des États-Unis leur prendrait environ 9 minutes. De nombreux scientifiques supposent donc qu'il s'agit d'un objet artificiel créé par une civilisation très avancée. D'accord, la forme de l'objet joue en faveur de cette théorie. Il est long et étroit et ressemble à un vaisseau spatial. Il fait environ 800 mètres de long, ce qui est bien plus grand que la tour Eiffel. Les scientifiques ont voulu savoir si Oumuamua était vraiment un vaisseau spatial et ils ont orienté leur radiotélescope vers lui. Si la civilisation à bord de ce vaisseau utilisait des systèmes de communication ou nous observait avec leur technologie, nous l'aurions découvert. Mais ils n'ont perçu qu'un grand silence, un peu comme ça, pas une seule onde radio. Mais cela ne réfute pas la théorie de la civilisation extraterrestre. Pour en avoir le cœur net, nous avons décidé de déterminer le poids de l'objet. Pour ce faire, nous utilisons la lumière, plus précisément sa réflexion. Différents matériaux reflètent la lumière différemment. Prenons une pierre noire inconnue par exemple. Elle absorbe presque toute la lumière et ne reflète pratiquement rien. Regarde ensuite dans le catalogue, c'est du charbon de bois. En connaissant la taille et le matériau de l'objet étudié, nous pouvons déterminer son poids. Nous devions donc voir quelle quantité de lumière cet objet réfléchit, et lorsque les scientifiques ont pointé leur télescope sur Oumuamua, ils ont découvert qu'il reflète des couleurs qui correspondent au fer et aussi à certaines roches solides. Et aussi que Oumuamua clignotait tout le temps. Une vive lumière soudaine qui s'éteint lentement peu après,
puis qui se remet à briller. Cela signifie qu'il tournait. Et il ne tournait pas autour de son axe comme une flèche, il tournait de façon chaotique, changeant de position sans cesse. Tout objet artificiel ou vaisseau spatial aurait été détruit par de tels mouvements. Mais Oumuamua est toujours intact. Cela veut dire que les matériaux dont il est fait sont super durs et qu'il ne risque pas de se désagréger de sitôt. Et il n'est pas creux comme un vaisseau spatial. C'est un corps solide. Et oui, comme moi. Sa vitesse stupéfiante le rend assez mystérieux. Certaines comètes peuvent atteindre la même vitesse ou même une vitesse supérieure. Mais cela est dû à ce qu'on appelle l'effet fusée. Quand un vaisseau spatial décolle de sa rampe de lancement, tu vois du feu jaillir de ses moteurs. Chaque seconde, la fusée mélange son carburant à l'oxygène, ce qui produit ces flammes. Et elle se voit propulsée à une vitesse fulgurante. Selon les lois de la physique, c'est comme si tu prenais appui sur un mur pour sauter. La fusée saute en quelque sorte vers le haut grâce au gaz de combustion qu'elle projette. C'est ainsi qu'une fusée crée la poussière nécessaire et accélère. Les comètes fonctionnent sur un principe similaire. Les rayons du soleil frappent la surface de la comète, les éléments légers comme la glace commencent à s'évaporer, ce gaz va dans un sens et la comète dans l'autre. Comme une fusée, la comète est poussée par le gaz qui s'évapore et ainsi elle accélère. Ce gaz vient aussi former la longue queue de la comète. C'est comme si l'énorme rocher entraînait tout ce gaz derrière elle, ou comme si une voiture entraînait l'air avec elle en roulant à grande vitesse. Mais Oumuamua n'est pas une comète, et il n'a pas cette queue, et il n'est pas soumis à cet effet fusée dont je viens de parler, donc il n'aurait pas dû atteindre cette vitesse. Mais certains scientifiques pensent que Oumuamua avait autrefois une queue, bien que nous l'ayons découvert en 2017, il est dans notre système solaire depuis 1995. Et à cette époque, les rayons du soleil le touchaient déjà. Lorsque nous avons découvert cet astéroïde, il avait déjà perdu environ 95% de sa masse, c'est-à-dire qu'il s'est tout simplement évaporé. D'autres scientifiques pensent que Oumuamua a acquis cette vélocité dès sa naissance quelque part dans un autre système stellaire ou dans une nébuleuse. Il a peut-être eu une collision spectaculaire entre une exoplanète et un autre objet cosmique. L'énergie explosive colossale de la collision aura projeté ce caillou de forme oblongue dans l'espace. Il a pu s'agir encore de l'explosion d'une supernova. Lorsqu'une étoile atteint la fin de sa vie, elle se transforme en géante rouge, elle se met à gonfler et devient des centaines de fois plus grosse. Ensuite, elle rétrécit et explose avec une puissance formidable. Les ondes de l'explosion peuvent se propager à plusieurs années-lumière de l'épicentre, et c'est l'un des événements les plus lumineux de l'univers. Une supernova pourrait donc avoir réduit une exoplanète en morceaux. Et l'un de ces morceaux, Oumuamua, aurait accumulé énormément d'énergie et de vitesse et commencé son long voyage vers la Terre. Cela pourrait expliquer pourquoi Oumuamua continue de tourner si violemment. Mais récemment, des scientifiques ont publié une théorie selon laquelle Oumuamua pourrait être un bloc de glace géant. La glace à laquelle nous sommes habitués est de l'eau H2O, mais Oumuamua pourrait être de la glace d'azote N2. Il serait resté intact dans l'espace interstellaire pendant 500 millions d'années, et en arrivant dans notre système solaire, la glace d'azote aurait réfléchi les 2/3 des rayons du Soleil. Ainsi, il ne serait pas énormément réchauffé. Cela expliquerait pourquoi Oumuamua ne possède pas de queue. On retrouve la même glace d'azote sur Pluton ainsi que sur Triton, l'une des lunes de Neptune. Donc Oumuamua proviendrait d'une exoplanète glacée de ce type. Mais nous ne pourrons en être sûrs qu'en y envoyant une sonde spatiale. Les scientifiques ont élaboré un plan pour cela, appelé projet Lyra. Le problème, c'est que Oumuamua traverse notre système solaire à une vitesse incroyable, bien plus vite que n'importe quelle fusée d'invention humaine. Et nous devons rattraper ce caillou spatial le plus vite possible avant qu'il ne s'éloigne trop. Pour ce faire, nous pouvons nous servir de la gravité. Tout d'abord, la sonde spatiale survolera Jupiter. Elle passera près de cette planète et profitera de son immense gravité pour accélérer. Ensuite, notre sonde se dirigera vers le Soleil. Elle le contournera d'aussi près que possible afin d'être projetée comme par une catapulte vers le rocher spatial. La deuxième option pour atteindre l'astéroïde serait d'utiliser des microsondes. Nous devons en lancer environ 1 millier en orbite. Elles ne doivent pas être plus lourdes qu'une allumette. Chacune d'entre elles sera dotée d'une voile lumineuse de la taille d'un ring de boxe. Ensuite, nous concentrerons un puissant rayon laser depuis le sol sur cette voile. Cela nous permettra d'accélérer la sonde à environ 20% de la vitesse de la lumière. Il ne faut bien sûr pas qu'elle aille trop vite et passe à côté de l'astéroïde. Elle doit être en mesure d'entrer dans son orbite et de se poser dessus.
Mais si nous sommes trop lents, Oumuamua quittera notre système solaire avant que nous puissions le rattraper. C'est une expérience très importante car à l'avenir, nous pourrions utiliser de tels astéroïdes comme des taxis spatiaux. Il nous suffira d'entrer dans l'orbite d'un astéroïde interstellaire ou même d'atterrir dessus. Ensuite, nous pourrons nous déplacer dans l'espace à des vitesses incroyables sans utiliser le moindre carburant. Ce serait une excellente option pour voyager sur de longues distances ou pour livrer du matériel dans d'autres systèmes stellaires. Alors pourquoi devrions-nous avoir peur de tels objets ? Une collision avec un astéroïde de la taille de Oumuamua pourrait anéantir un État entier. S'il devait tomber quelque part dans l'océan, il pourrait provoquer des vagues plus hautes que nos plus hauts gratte-ciel. Les scientifiques cherchent sans relâche des moyens de nous protéger contre de tels objets. L'un de ces moyens est le bélier. Si nous repérons un objet potentiellement dangereux, nous pouvons envoyer un vaisseau spatial vers lui. Et pédale au plancher, le vaisseau spatial devra rentrer dans l'astéroïde à un angle qui permettra de modifier un tout petit peu sa trajectoire. Le déplacer excessivement à l'échelle cosmique changerait radicalement sa destination finale et il suffit pour nous que l'astéroïde passe devant notre planète. Nous pouvons aussi créer une explosion contrôlée sur l'astéroïde. Le principe est le même. La force de l'explosion devrait modifier légèrement la trajectoire de l'astéroïde ou briser le gigantesque rocher en fragments moins dangereux. Les astéroïdes qui font jusqu'à 24 mètres de large se consument complètement dans notre atmosphère à cause de la friction de l'air. Les roches d'une taille comprise entre 24 et 800 mètres peuvent ne pas brûler complètement et causer des dommages localisés. Tout ce qui est plus grand est considéré comme très dangereux. Ah ouais ? Dans les films de science-fiction, la méthode habituelle consiste à placer des moteurs de fusée sur les astéroïdes. Grâce à cela, nous devrions être en mesure non seulement de modifier leur trajectoire, mais aussi de les contrôler. Bestioles aux créatures colossales, tous les animaux tentent d'échapper à un mur de feu qui se déplace dans leur direction. La température augmente et tout ce qui se trouve autour commence à s'embraser. Bientôt, beaucoup d'animaux et de plantes sur Terre cesseront d'exister. Ce sont les conséquences de l'écrasement d'un astéroïde géant sur notre planète. Mais si les dinosaures avaient eu un certain esprit d'analyse, ils auraient pu deviner ce qui allait se passer. Car cet astéroïde était visible 1 an avant l'impact. Sans les lumières des villes, tous les points lumineux dans le ciel sont des étoiles. Certains d'entre eux sont des planètes qui reflètent la lumière provenant du Soleil, comme Mars. Mais l'un de ces points est un astéroïde. Plus tard, il sera connu sous le nom d'impacteur Chicxulub. Il tire son nom de la région de l'actuel Mexique où il est tombé. Bref, à ce stade, l'astéroïde ressemble à une étoile. Il a la même luminosité que Neptune. Tu aurais même pu le photographier avec un appareil de haute résolution. Si seulement les dinosaures avaient eu des pouces. L'impacteur traverse maintenant l'orbite de Jupiter. À cette distance, la Terre ressemble à un point bleu pâle. 1 mois avant l'impact. L'astéroïde est devenu beaucoup plus brillant. C'est maintenant le point le plus lumineux du ciel nocturne après la Lune. L'astéroïde croise l'orbite de Mars. Sa queue, composée de poussière et de gaz, est de plus en plus longue. Elle est maintenant aussi longue que 2 fois la distance entre la Terre et la Lune. 1 semaine avant l'impact. La queue de l'intrus fait maintenant 5 fois la distance entre la Terre et la Lune. Mais les dinosaures ne peuvent pas apprécier sa beauté. Pour eux, c'est juste un autre point brillant dans le ciel nocturne. Si cet astéroïde se dirigeait vers la Terre en ce moment, les scientifiques pourraient localiser l'endroit exact de son impact à 1 km près. Nous pourrions alors évacuer les gens de la zone et éviter une catastrophe majeure. 1 jour avant l'impact, l'impacteur Chicxulub occupe désormais la première place parmi les objets les plus lumineux du ciel. La lumière qui l'entoure, appelée halo, semble encore plus grande que la Lune elle-même. L'astéroïde croise maintenant l'orbite de la Lune. Il ressemble à un point lumineux qui laisse une traînée cendrée derrière lui. 1 heure avant l'impact. La lumière de l'impacteur Chicxulub est plus brillante que la pleine lune, et son mouvement peut être perçu à l'œil nu. Les nuits sur Terre ne sont plus sombres. Ce n'est que maintenant que les dinosaures commencent à être inquiets. Tous les animaux de la Terre commencent à chercher un abri. 10 minutes avant l'impact. L'astéroïde entre maintenant dans l'orbite de la Terre. Des milliers de petits fragments de sa queue commencent à tomber sur la planète. Cela ressemble à une pluie de météorites. Jusqu'à présent, ces fragments sont trop petits. Ils se consument tous dans l'atmosphère avant d'atteindre la surface de la planète.
L'astéroïde s'approche de l'Amérique du Sud. Si quelqu'un le regardait depuis l'Europe, il ressemblerait à un coucher de soleil. Le point lumineux de l'impacteur Chicxulub passe derrière l'horizon. 2 minutes avant l'impact. Les dinosaures peuvent maintenant facilement voir la forme de l'astéroïde. S'ils savaient comment faire, ils pourraient même estimer sa taille. Il fait un peu plus de 10 km de diamètre, ce qui signifie qu'il a presque la taille de l'île de Manhattan. Et le poids du géant est de 7 billions de tonnes. Il vole vers la péninsule du Yucatan à une vitesse ahurissante de 12 km par seconde. À cette vitesse, tu pourrais aller de New York à Los Angeles en 10 minutes environ, mais tu prendrais feu en chemin. 10 secondes avant l'impact. L'impacteur Chicxulub s'approche maintenant du sol. Encore quelques mètres et... bam! Le ciel nocturne devient soudainement blanc. L'éclair est si brillant que le soleil n'est plus visible à ce moment-là. L'entrée de l'astéroïde provoque une puissante déflagration qui peut être entendue à l'autre bout du monde. L'énorme astéroïde commence à brûler à cause de la friction avec l'air. Il se réchauffe et se divise en plusieurs morceaux. Ces morceaux tombent en pluie sur la Terre. Après quelques secondes, la plus grande partie de la météorite frappe le sol. Sa masse et sa vitesse fournissent à l'impacteur de Chicxulub une énorme quantité d'énergie. L'instant d'après, une explosion surpuissante secoue le sol. L'onde de choc de la météorite commence à se propager à partir du lieu de l'impact. Elle arrache d'énormes morceaux de terre et d'arbres, puis les pousse au sol comme des dominos. La température de l'onde de choc est si élevée que tout ce qui se trouve autour du point d'impact s'enflamme. L'énergie libérée lors de la collision pénètre aussi profondément dans la planète. Cela provoque les tremblements de terre les plus puissants de l'histoire de la Terre. Ils génèrent à leur tour des vagues de tsunami aussi hautes que l'Empire State Building. 5 minutes après l'impact. La météorite laisse derrière elle un énorme cratère. Il est aussi large que le lac Huron et assez profond pour contenir 2 Everest et demi. Les dinosaures courent partout en panique. Ils essaient de fuir vers l'Amérique du Nord, mais la plupart d'entre eux ne parviennent pas à traverser les territoires marécageux inconnus. Un autre danger est la pluie de météorites en cours. Des centaines de tonnes de cendres et de débris s'élèvent dans les airs. Chauffés à des températures très élevées, ils retombent sur Terre sous forme de lave liquide. Les cendres et la fumée emplissent l'atmosphère et bloquent les rayons du soleil. La Terre plonge dans l'obscurité. Pendant plusieurs semaines encore, notre planète est totalement sombre. Des pluies acides retombent sur sa surface sans discontinuer. Il y avait beaucoup de soufre dans les dépôts souterrains de la péninsule du Yucatan. L'énergie de l'explosion a évaporé tout ce soufre. Désormais, il se refroidit dans l'air, s'accumule dans les nuages et dégouline sur le sol. La plupart des animaux survivent à l'impact, mais l'extinction de masse se poursuit pendant encore de nombreux mois. La collision a plongé la Terre dans l'obscurité, et cela a anéanti la plupart des plantes qui se nourrissaient de la lumière du soleil. Les dinosaures herbivores ont perdu leur principale source d'alimentation et commencent à disparaître. Mais ces herbivores sont le principal régime alimentaire des dinosaures carnivores. Et maintenant, les dinosaures comme le T-Rex n'ont plus rien à manger. Bientôt, ils s'éteignent aussi. En d'autres termes, ce n'est pas une météorite qui a anéanti les dinosaures, mais la famine et le changement climatique. Les météorites de cette taille tombent une fois tous les 100 millions d'années. Cela signifie qu'un tel événement pourrait se reproduire. Les humains parviendraient-ils à survivre à cette catastrophe ? De nos jours, nous pouvons regarder loin dans l'espace, et l'apparition d'un astéroïde de la taille de l'impacteur Chicxulub ne serait pas une surprise pour les astronomes. En général, les astéroïdes qui font plus de 140 mètres de diamètre sont considérés comme potentiellement dangereux. Quoi qu'il en soit, si nous sommes informés de l'approche d'un corps spatial, nous pourrons construire des abris remplis de réserves de nourriture et d'eau. Une fois que l'astéroïde sera suffisamment proche, nous pourrons attendre l'impact et ses conséquences à l'intérieur. Mais lorsque les gens reviendront à la surface, ils verront des villes et des villages démolis. Notre planète ressemblera à un désert sans vie. C'est pourquoi nous avons besoin d'une autre solution qui consiste à empêcher l'impact. Là, nous avons plusieurs options, selon la taille et le matériau de l'astéroïde. Selon la NASA, le moyen le plus efficace est un bélier cinétique. Nous devrons envoyer un objet assez grand et lourd, comme un vaisseau spatial, dans l'espace. Lorsqu'il s'approchera de l'astéroïde, les scientifiques choisiront la trajectoire parfaite et le vaisseau s'écrasera contre le corps spatial. La puissante collision modifiera la trajectoire de l'astéroïde, le faisant passer devant la Terre. Plus ce corps spatial sera éloigné de notre planète, plus il sera facile de le dévier.
Une autre option est une explosion contrôlée à la surface de l'astéroïde. La première loi du mouvement de Newton va nous aider ici. Elle stipule que si un corps se déplace à une vitesse constante en ligne droite, il continuera à se déplacer de cette façon à moins qu'une force ne s'exerce sur lui. Donc, si nous provoquons une explosion ou imprimons une force assez importante, l'astéroïde changera de trajectoire. La mesure dans laquelle il se déplacera dépendra de la quantité de force qui lui est appliquée. Nous pouvons aussi faire exploser l'astéroïde de l'intérieur. Dans ce cas, il ne sera pas nécessaire de modifier sa trajectoire. Au lieu de cela, nous essaierons de transformer un énorme morceau de roche en un tas de fragments plus petits. Ils se consumeront dans l'atmosphère et ne feront aucun mal à notre planète. Une autre façon est d'utiliser la gravité. Chaque objet lourd a sa propre force gravitationnelle et son propre champ gravitationnel. Notre objectif sera d'envoyer un vaisseau spatial vers l'astéroïde et de le faire voler près de l'intrus. L'astéroïde attirera le vaisseau spatial, mais ses moteurs résisteront. Par conséquent, le vaisseau attirera lentement mais sûrement l'astéroïde vers lui. Cette méthode prendra beaucoup plus de temps, mais progressivement, la trajectoire de l'astéroïde changera et il ne s'écrasera pas sur la Terre. En tout cas, on peut l'espérer. Nous pourrions aussi utiliser l'énergie solaire. Nous pouvons construire une station spatiale avec un système de lentilles grossissantes géantes. Puis, nous enverrons cette station plus près du Soleil. Lorsque nous repérerons un astéroïde, nous dirigerons les lentilles dans sa direction et nous concentrerons le faisceau sur le corps spatial. La chaleur du Soleil provoquera l'évaporation de la matière de l'astéroïde. Cela finira par faire changer la trajectoire de l'intrus. Les astéroïdes qui volent autour de nous ressemblent parfois à une féroce partie de balle aux prisonniers où l'on ne sait jamais quand l'un d'entre eux peut foncer dans notre direction. Alors on ne peut qu'observer la situation et à espérer que tout ira pour le mieux. Pour évaluer le risque, les scientifiques de différentes organisations doivent étudier la position et la trajectoire des astéroïdes qui s'approchent de notre planète, en particulier ceux qui ont une largeur d'au moins 1 km. La bonne nouvelle, c'est qu'aucun de ces astéroïdes ne nous touchera probablement avant au moins 1000 ans. Ouf! Pour nous donner une idée de leur puissance, des scientifiques ont réalisé une expérience pour simuler l'impact d'un astéroïde aussi gigantesque. L'énergie libérée par la collision serait de l'ordre de 100 000 mégatonnes. Cela équivaut à faire exploser 15 000 tonnes de dynamite. De plus, si un astéroïde de cette taille nous frappait, la Terre se refroidirait considérablement à cause de tous les débris qui pénétreraient dans l'atmosphère et bloqueraient la lumière du Soleil. Dans ce cas, les plantes ne pourraient plus obtenir ce qui les nourrit, ce qui nous mettrait donc tous en difficulté, les humains comme les animaux. Heureusement, les impacts d'astéroïdes aussi gigantesques sont assez rares. Plus un astéroïde est gros, plus il met de temps à entrer en collision avec la Terre. Par exemple, on estime que les astéroïdes d'un diamètre d'au moins 1 km percutent notre planète environ une fois tous les 700 000 ans. Quant aux astéroïdes encore plus gros, d'une largeur de 5 km, on estime qu'ils ne s'écrasent qu'une fois tous les 30 millions d'années. Youpi! Mais attends, ne te détends pas trop vite! Les astronomes se concentrent sur les très gros astéroïdes, parce que ce sont ceux qui peuvent en quelque sorte condamner notre planète s'ils nous percutent. Oui, tu as tout compris, un peu à la manière des dinosaures. Même si l'un d'entre eux ne nous détruit pas complètement, les dégâts seraient tout de même énormes. Il y a donc encore des astéroïdes qui errent dans les parages, et que nous devons surveiller pour voir comment ils pourraient évoluer au fil du temps. Les scientifiques disposent d'un modèle de suivi qui leur permet de se concentrer sur les parties de la trajectoire d'un astéroïde qui s'approche de notre planète afin de déterminer si le caillou spatial présente un risque pour nous. Il semblerait qu'un astéroïde, 7482, 1994 PC1, de 1100 mètres de diamètre puisse présenter un certain danger. Il est censé se rapprocher de notre planète dans les 1000 prochaines années. Et quand je dis risqué, cela signifie qu'il y a 0,0151% de chance qu'il s'approche à moins d'une distance Terre-Lune. Elle était déjà passée près de nous en 2022, mais nous avons eu de la chance car elle était assez loin, 1,9 million de kilomètres. Je dirais que nous pouvons nous détendre en ce qui concerne les scénarios d'astéroïdes, pour l'instant. L'impact d'un astéroïde sur la Terre serait une nouveauté pour l'humanité, mais pas pour la planète elle-même. Comme je l'ai dit, ces gros astéroïdes n'ont pas été nombreux jusqu'ici, mais ils ont tout de même eu d'énormes conséquences. Le premier qui vient à l'esprit de la plupart des gens est, bien sûr, l'astéroïde dinosaure, gros comme une montagne, qui a frappé notre planète il y a environ 66 millions d'années, près de la péninsule mexicaine du Yucatan. C'était chaotique. Des tempêtes de feu et des tsunamis se sont produits partout dans le monde.
La poussière a bloqué le soleil et la roche vaporisée a libéré du soufre, ce qui a entraîné des pluies acides et l'acidification des océans. Mais il y a eu un autre phénomène encore plus important avant celui-ci. Il y a environ 2 milliards d'années, un gigantesque astéroïde s'est écrasé sur notre planète et a laissé un énorme cratère en Afrique du Sud. Celui que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de cratère de Vredefort. Il semblerait que cet astéroïde ait été encore plus gros que ceux que nous pensions au départ, puisqu'il était 2 fois plus imposant que la roche spatiale qui a fait disparaître les dinosaures. Le cratère de Vredefort est confirmé comme étant le plus grand cratère visible sur Terre, avec un diamètre d'environ 159 km. Mais il était encore plus grand à l'époque où il s'est formé, peut-être même de 250 à 280 km de diamètre. Il est difficile de déterminer sa taille réelle, car le cratère s'érode depuis 2 milliards d'années. C'est un peu comme si l'on découpait des couches sur le bord d'un bol. Le diamètre se réduit à chaque fois. Lorsque l'astéroïde, large de 12 km, qui a anéanti les dinosaures, a frappé la Terre il y a environ 66 millions d'années, il a provoqué des destructions massives. Incendies de forêt, pluies acides, tsunamis et tellement de cendres et de poussière qu'il a modifié le climat de la Terre. Tout cela a entraîné l'extinction d'environ 75% de la vie sur notre planète. L'astéroïde qui a créé le cratère de Vredefort était non seulement plus gros, mais il s'est également déplacé à une vitesse plus élevée, ce qui signifie que les conséquences ont dû être encore plus graves. Mais cela s'est passé il y a vraiment longtemps, et les êtres vivants étaient différents à l'époque. Il s'agissait peut-être de simples bactéries qui n'ont même pas remarqué qu'il se passait quelque chose d'inhabituel. La Terre n'est pas la seule à être touchée. De nombreux impacts se sont également produits dans notre système solaire. Par exemple, dans notre voisinage immédiat, allons voir Mercure et son énorme cratère, le bassin Caloris. Il mesure environ 1500 km de diamètre, soit plus que l'État du Texas. Un anneau de montagnes imposantes entoure le cratère, ce qui le rend encore plus impressionnant. L'image mosaïque du bassin de Caloris présente différentes couleurs. Elles nous en disent plus sur la géologie du bassin. Les parties oranges représentent la lave qui a autrefois inondé le bassin. Ce coulées de lave ont recouvert la surface d'origine et lui ont donné cette teinte orangée si spécifique. Après que la lave a inondé le bassin de Mercure, des cratères plus petits se sont formés au-dessus de la surface de la lave. Ces cratères ont creusé le sol et découvert les matériaux cachés sous la lave. Certains de ces matériaux sont de couleur bleue. Ce matériau bleu pourrait être un indice de ce à quoi ressemblait le sol original du bassin avant que la lave ne le recouvre. Vénus, la planète la plus chaude de notre système solaire, possède une atmosphère épaisse qui s'accompagne d'un système de défense efficace contre les roches spatiales. Elle est si dense qu'elle brûle la plupart des météores avant même qu'ils n'atteignent sa surface. Par conséquent, les cratères visibles sur Vénus sont moins nombreux que sur les autres planètes rocheuses du système solaire. Mais Vénus présente encore quelques cicatrices qui peuvent nous renseigner sur les graves impacts qui s'y sont produits. L'une des plus grandes cicatrices que nous connaissons est le cratère Meade. Il est énorme, avec un diamètre d'environ 273 km. Le fond intérieur de ce cratère est relativement plat et plus brillant que les alentours. Il est possible que le cratère ait été rempli d'un mélange de roches fondues après l'impact, voire de lave provenant de l'activité volcanique de Vénus. Tu veux avoir une idée de ce à quoi pourrait ressembler la Terre sans sa couche protectrice appelée atmosphère? Il suffit de jeter un coup d'œil à la Lune, dont la surface est parsemée de cratères d'impact. Ce Tycho est l'un des cratères que l'on remarque facilement sur la Lune. Lorsque tu regardes la pleine Lune, tu peux le repérer comme un cercle distinct, avec des rayons lumineux qui irradient vers l'extérieur, légèrement décentré sur le côté inférieur gauche de la Lune. Ce cratère, d'une largeur de 85 km, possède un magnifique pic central surmonté d'un bloc rocheux intrigant. La taille de ce bloc est impressionnante. Il remplirait environ la moitié d'un pâté de maison sur Terre. Lorsque l'on parle de cratère, il ne faut surtout pas oublier Mars. L'atmosphère de la planète rouge est beaucoup plus fine que celle de la Terre. Lorsque les vaisseaux spatiaux s'approchent de Mars, ils comptent sur l'atmosphère de la planète pour les ralentir lorsqu'ils y pénètrent. Et en effet, l'atmosphère contribue à ralentir les vaisseaux spatiaux lors de l'atterrissage. Mais elle n'est pas encore assez épaisse pour protéger complètement Mars de toutes les roches spatiales qui arrivent en permanence. De juillet à septembre 2018, une tache sombre est apparue sur le pôle sud de Mars. Elle se compose de 2 motifs distincts. Selon une théorie, le plus grand motif de souffle, de couleur plus claire, peut être le résultat d'une onde de choc d'impact décapant la surface de glace. L'impact a généré des vents qui se sont étendus et ont érodé la glace. Le modèle d'explosion interne, de couleur plus foncée,
est due au fait que l'objet ayant subi l'impact a réussi à pénétrer dans la fine couche de glace. En heurtant la surface, il a projeté du sable foncé et des débris dans toutes les directions.